Bonjour à tous et aujourd'hui c'est l'épisode numéro 56 de l'alchimie d'un roman où nous allons parler d'un roman à message. Mieux, nous allons parler d'un roman engagé, le roman d'un auteur qui ne s'est pas contenté de dénoncer en général les méfaits du totalitarisme, mais de combattre en particulier la dictature dans laquelle il était en train de vivre, prenant le risque personnel de se retrouver censuré, voire carrément emprisonné pour ses écrits. Nous allons aujourd'hui étudier Ismail Kadare, auteur albanais, et son roman Le Palais des Rêves, qu'il publia en 1983, c'est-à-dire en pleine dictature, derrière le rideau de fer. Et nous verrons l'alchimie particulière qui peut constituer un tel roman. L'eau, son style qui s'écoule, la terre, le milieu dans lequel il prend racine, l'air, la fiction qui nous élève, et enfin le feu, le fameux message qui brûle derrière les mots. Et pour commencer, l'habituel résumé de l'intrigue en 1 minute chrono. Le Palais des Rêves est l'histoire de Marc Alem, membre de la très ancienne et très puissante famille des Kouprili. Nous sommes à Tirana, capitale de l'Albanie, au sein d'un empire ottoman tout-puissant, voire des États-Unis ottomans. Ne cherchez pas, cet empire n'existe pas vraiment, ou alors on parlerait de puissance ottomane au sein de l'empire soviétique des années 80, bref, c'est pas clair. Et le roman commence alors que Marc Alem vient d'être embauché au prestigieux Palais des Rêves. Le Palais des Rêves, où Tabir Sarail est le cœur du gouvernement, une administration monstrueuse au sein de laquelle on collecte, on classe et on interprète les rêves de tous les citoyens de l'Empire. Pourquoi ? Pour en extraire, chaque vendredi, le maître rêve, le rêve le plus signifiant, qui va aider le sultan à mener sa politique, à déjouer les complots ou à prendre les grandes décisions. Peu à peu, Marc Alem va grimper dans la hiérarchie du Palais des Rêves jusqu'aux plus hautes marches et il va assister un peu impuissant à une grande purge qui va toucher sa propre famille, les légendaires Kouprili, dont l'histoire est liée aux fondations de l'Empire. Alors, on découvre cette histoire un peu onirique et on se dit, tiens, c'est un conte philosophique, un peu éthéré, une fable irréelle et intemporelle. Eh bien pas du tout. Au contraire, contre toutes ces apparences, le roman est assez concret. Et il suffit pour le comprendre de le voir pour ce qu'il est, une allégorie, c'est-à-dire un récit où l'on remplace un concept, une chose, par une autre. Au moment où il publie ce livre, Le Palais des Rêves, en 1983, Ismail Kadare est albanais et il habite Tirana. Et ce qu'il décrit est très proche de ce qu'il peut observer tous les jours, la puissante administration du renseignement qui est à la base de son régime autoritaire. Remplacez les rêves du Palais des Rêves par l'information, la délation, et vous obtenez la réalité d'un citoyen albanais de l'époque. D'abord, le Palais des Rêves dispose d'un réseau de bureaux locaux où chaque citoyen a le devoir de se rendre pour y retranscrire ses rêves. Les rêves sont remontés à l'administration centrale du Palais des Rêves et on commence par les trier, c'est le service de la sélection. Ensuite, les rêves sélectionnés sont interprétés selon leur catégorie, complot, intégrité de l'Empire, guerre extérieure, exaction, corruption, etc. Vous commencez à comprendre de quel type de rêve on est en train de parler. Le but étant d'extraire les rêves les plus signifiants, les plus fiables, que le gouvernement va utiliser pour prendre ses décisions de politique intérieure et de maintien de l'ordre, en particulier des emprisonnements et des purges. Si l'on oublie qu'on parle de rêve et qu'on pense plutôt à l'information, la rumeur, la dénonciation, on en a froid dans le dos. Surtout quand on nous parle par exemple du tabir secret qui s'occupe de l'analyse des rêves que les gens n'expédient pas eux-mêmes, mais que l'État se procure par ses propres moyens et méthodes. Ou aussi quand Marc Alem est témoin de l'interrogatoire d'un brave commerçant de province qui est à l'origine d'un rêve qui intéresse au gouvernement. Interrogatoire qui va durer des jours entiers sans aucun résultat et se terminer par la mort du brave gars. Enfin, on comprend que ce palais des rêves est la clé du pouvoir de l'Empire, car le gouvernement ne se gêne pas de temps en temps pour construire des rêves de toutes pièces, comprenez de l'information, pour se débarrasser d'opposants gênants. Comme le dit Marc Alem, quiconque a la haute main sur le palais des rêves détient les clés de l'État. Voilà, et pour traiter ce sujet de fond bien lourd et bien pesant, Kadare choisit un point de vue très étroit et un style très flou, presque brumeux. Pendant toute la durée du roman, on ne quitte pas Marc Alem. On voit par ses yeux, on pense avec son esprit. On est écrasé comme lui par le gigantisme et l'impersonnalité des architectures, des couloirs vides, des fonctionnaires anonymes. C'est très kafkaïen, on est perdu au sens propre comme au sens figuré pendant une bonne partie de l'histoire. Idem pour le style, rien n'est clair, tout est flottant, onirique. Ça colle avec le thème puisqu'il est question de rêve, mais quand même, on est frappé par le fait que Marc Alem ne comprend jamais rien à ce qui l'entoure, à ce qu'il voit, et même pire, il ne comprend pas ce qu'il fait lui-même. Il trie des rêves, il les interprète selon des critères complètement aléatoires et pifométriques,
Personne ne lui dit jamais clairement ce qu'il faut faire. Face à un rêve important, par exemple, il dit « Je vais donner à ce rêve-ci la première explication qui me viendra à l'esprit ». Mais bon, contrairement à tout ce flou de forme et de style, le premier message, le premier objectif de ce roman nous apparaît assez clairement. Le Palais des Rêves est une description saisissante, vue de l'intérieur, des rouages d'un système autoritaire. Une administration tatillonne, une organisation arbitraire, entièrement tournée vers la sécurité de l'État, des centaines voire des milliers de fonctionnaires désœuvrés, eux-mêmes terrorisés par ce qu'on leur demande et par les sanctions qui peuvent les frapper. Une administration complètement arbitraire, qui enferme et qui torture les gens pour rien, pour juste un détail au tournant d'un rêve. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne vit pas cela par les yeux d'une victime du système, qui est le point de vue habituel dans ce genre de roman, mais par les yeux d'un fonctionnaire, d'un rouage du système, et qui lui-même ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Le pied de nez de l'intrigue étant que la propre famille de Marc Alem, les Kouprilly, va être frappée à cause d'un rêve qu'il aura lui-même trié et interprété sans savoir ce qu'il faisait. En fait, les rêves sont un prétexte, l'État frappe qui il veut et quand il veut, et tous ces fonctionnaires et leur travail inutile ne font que servir d'alibi au jeu de pouvoir du dictateur et des familles régnantes. Ok, on est déjà saisi, et ce point de vue original suffirait à lui seul à faire de ce livre un grand roman. Mais ce n'est pas tout, car si on prend un peu de recul, si on se replace dans la peau d'Ismail Kadare écrivant cette histoire dans les années 80, on comprend les choses un peu différemment. Ismail Kadare a commencé à devenir célèbre dans les années 60 avec la publication de son premier roman Le Général de l'armée morte, un roman historique, sombre sur le sujet de la guerre. Et face à sa notoriété internationale, le régime albanais, désireux de le cadrer et de le contrôler un peu, le nommera député et le forcera à entrer au Parti communiste. Alors, le voilà donc dans une situation délicate. Il est dissident, il veut dénoncer au monde le totalitarisme albanais, mais il est sous les projecteurs et il risque la censure, voire la prison, au premier pied de travers. Alors que faire ? Se sacrifier et rédiger un pamphlet accusateur ? Non. Kadare choisit une voie plus subtile et sans doute plus efficace, la voie du romancier. Il écrit un roman qui décrit la dictature d'une terrible administration du renseignement. Il décrit l'écrasement quotidien des citoyens par un système de délation organisée, mais il camoufle l'ensemble sous la forme d'un conte philosophique un peu éthéré et onirique. Il ne s'agit pas d'information, vous rigolez, il s'agit de rêves. Et on ne parle pas de l'Albanie, mais d'un empire fictif qui n'a jamais vraiment existé. Même l'époque n'est pas claire. Les mécanismes exacts de la dictature ne sont pas décrits lors de la purge finale qui touche la famille Kouprilly, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe, qui décide quoi, qui arrête qui. Et malgré ça, la critique d'Ismail Kadare fait mouche, car il nous transmet ce qu'un roman fait de mieux, l'empathie. Il nous montre à nous, lecteurs occidentaux, la machine administrative de son pays, l'Albanie autocrate, vue de l'intérieur. D'ailleurs, en vérité, l'Albanie des années 80 ne s'y trompera pas. Le Palais des Rêves sera interdit et Ismail Kadare n'échappera à des sanctions plus graves que grâce à sa notoriété internationale, en France en particulier, où il finira par se réfugier. Mais bon, on peut aller plus loin encore, et c'est la force des grands romans que de permettre plusieurs niveaux de lecture. Moi, ce qui me frappe dans ce livre, c'est qu'on peut y voir une sorte d'allégorie de l'histoire d'Ismail Kadare lui-même. Car que fait Marc Alem le héros à longueur de journée ? Il écrit des rapports, des interprétations de rêves. Il le dit lui-même, l'interprétation est au premier chef un travail créatif. Il n'existe pas de méthode pour analyser les rêves, ce qu'il écrit dans ses analyses, c'est la production de son esprit personnel. Marc Alem est comme Ismail Kadare, il est écrivain. Et l'intrigue du Palais des Rêves, c'est l'histoire particulière d'un rêve que Marc Alem sélectionne, puis analyse et qui finalement va provoquer la destitution puis la réaction de sa famille des Kouprilly qui va le propulser, lui, contre toute attente, au plus haut grade de l'institution. Et n'est-ce pas ce qui est arrivé précisément à l'écrivain Ismail Kadare ? Publiant des textes et des romans, il s'est retrouvé dépassé, porté par une notoriété qu'il n'attendait pas, un rôle politique qui le dépasse un peu. Par moments, il se flatte de son succès, à d'autres, il en est terrorisé. À la fin du roman, Marc Alem ne comprend pas comment il en est arrivé là. Il ne sait pas vraiment si ce qu'il a écrit a fait le bonheur ou le malheur de ses proches. Il ne sait pas si son avenir sera glorieux ou s'il sera exécuté le lendemain. Et moi, ce qui me donne le tournis, c'est de penser qu'au moment même où il écrivait ces dernières lignes, celles que nous sommes en train de lire, Kadare ne savait pas, comme Marc Alem son personnage, ce qu'il allait devenir. Alors donc, mieux que de nous faire vivre par empathie le point de vue d'un fonctionnaire d'une dictature, ce roman nous fait ressentir aussi ce que c'est que d'être un auteur dissident sous un tel régime.
Quelqu'un qui vit dans l'incertitude, dans l'insécurité, sous la menace permanente et surtout quelqu'un qui doit agir sans jamais comprendre vraiment les mécanismes politiques dans lesquels il évolue et qui peuvent l'écraser à tout moment. On pourrait s'arrêter là, mais non, n'est-ce pas? C'est pas notre genre, et on va encore pousser l'analyse un dernier cran. On va prendre du recul et juger l'extraordinaire portée de ce roman. On vient de le voir, Le Palais des Rêves est une critique plus ou moins camouflée de la dictature albanaise des années 80 et des régimes autocratiques en général. C'est aussi, degré suivant, une réflexion sur le rôle personnel de l'écrivain dissident, de l'auteur engagé, pris dans les rouages d'un tel régime qu'il essaie de dénoncer. C'est déjà très bien et c'est très courageux de la part de Cadaret. Mais si l'on tire le fil, que nous raconte exactement l'auteur? L'histoire d'un système surpuissant, mais dont on ne voit jamais la tête. Un pouvoir autocratique, mais qui est en réalité le produit de milliers d'individus. Les fonctionnaires du palais, mais aussi le simple commerçant qui va porter son rêve au bureau local. Des milliers d'individus qui, pris individuellement, ne comprennent pas le système auquel ils appartiennent et sont inconscients du mal qu'ils peuvent causer. Ce dont nous parle Cadaret, ce n'est pas seulement la dictature albanaise des années 80, c'est plus généralement la dictature de l'information. L'information qui n'est pas la réalité, mais l'analyse, le sens qu'on lui donne. Ainsi Cadaret dénonce un peu la dérive possible de tout gouvernement, et pas seulement les dictatures. Il dénonce le pouvoir des médias, il dénonce le pouvoir aveugle que nous avons chacun sur Internet par exemple. Et si l'on y réfléchit bien, ne sommes-nous pas tous, comme Marc Alem, les rouages aveugles d'une machine à fabriquer des rêves qui peuvent détruire et écraser les gens sans que personne individuellement ne se sente vraiment coupable. Certes, les multitudes ne gouvernent pas, mais elles sont ainsi dotées d'un mécanisme à travers lequel elles influent sur toutes les affaires. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et c'est le moment bien sûr de vous reparler de mon projet de l'alchimie de l'écriture, des petites vignettes de 5 minutes, non plus sur la lecture, mais sur l'écriture des romans. Vous avez été très nombreux à montrer votre enthousiasme pour cette idée, et c'est super. Et je peux donc vous annoncer que sans doute, si je ne rencontre pas trop de problèmes techniques, je mettrai en ligne ici même sur cette chaîne le premier épisode de mon alchimie de l'écriture, très bientôt. On croise les doigts, et en attendant, il vous reste à vous abonner et à lire beaucoup de livres. Portez-vous bien.